Avez-vous déjà entendu parler de Ruzic? Je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est le nom d'une milice russe qui avait déjà fait parler d'elle et dont on entend à nouveau le nom ces jours-ci au sujet d'une potentielle attaque, Magali, envers un pays de l'OTAN. Même trois. En fait, c'est le Guardian qui sort cette information. La milice cherche à trouver des informations sensibles, confidentielles sur toutes les activités à la frontière de trois anciennes républiques soviétiques. Alors, il s'agit de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie, trois pays qui aujourd'hui font partie de l'OTAN. Et ce n'est pas vraiment confidentiel parce que c'est le compte Telegram officiel de Ruzic, que c'est sur ce compte officiel que le The Guardian a trouvé l'information. La semaine dernière, les membres de la milice ont reçu l'ordre de collecter et de rapporter toute information militaire. Alors, est-ce que ça veut dire que Ruzic prévoit une attaque? Eh bien, pas forcément. Il pourrait aussi s'agir de faire croire, tout simplement, que quelque chose se prépare pour mettre les Occidentaux sur les dents et provoquer ainsi une escalade. Ça prouve en tout cas la frustration de ces groupes paramilitaires nationalistes. La guerre menée par Poutine n'est pas suffisante pour eux, ça ne va pas assez loin. Et attention, parce que ça voudrait dire aussi que potentiellement, ils peuvent devenir incontrôlables. C'est ce que dit en tout cas une source anonyme au Guardian. Regardez, que se passera-t-il si la Russie perd le contrôle de ces groupes paramilitaires et qu'ils se mettent à commettre des actions indépendantes qui pourraient provoquer une escalade? La vraie question est, le Kremlin contrôle-t-il encore pleinement les choses? C'est vrai que c'est potentiellement dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette milice, Magali? C'est quoi? Alors, elle a été fondée en 2014 par Alexei Milachakov. C'est un militaire ouvertement néo-nazi qui a été connu auparavant pour son extrême brutalité. Le groupe se présente comme une force de sabotage et de reconnaissance. Il a déjà opéré dans le Donbass en 2014. Il s'est illustré d'ailleurs en publiant des photos absolument épouvantables. Il est soupçonné de crimes de guerre également en Syrie et il combat donc en Ukraine. Sa présence aux côtés de l'armée régulière russe est avérée depuis la mi-mars. À l'époque, ils opéraient dans la région de Kharkiv. Ruzic est par ailleurs très proche du groupe Wagner, mais on ne sait pas très bien s'il opère sous la supervision de Wagner ou carrément du ministère russe de la Défense. Ça n'a pas été établi. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé à la fin du mois de septembre, quand le groupe avait publié sur Telegram le parfait manuel de torture, pardon de parler ainsi, mais c'était tout simplement ça. Il donnait alors des conseils aux soldats russes sur la façon dont il fallait torturer les prisonniers ukrainiens sans laisser trace et comment il fallait les exécuter après les interrogatoires. Mon Dieu, Natalia Turin, vous connaissiez ce groupe? Oui. L'existence de ce Oui, groupe? oui, ils sont très très connus, enfin aussi connus que Wagner. Et Wagner, c'est quoi le profil de ces combattants, si on peut appeler ça? C'est quoi? C'est des anciens militaires frustrés? Ce sont Non, mais en fait, des bandits? j'ai essayé un jour d'expliquer que, contrairement à ce qu'on imagine, Poutine et son régime ne vont pas spécialement ni de l'armée ni du FSB. Dans les années 90 sont apparus des sportifs organisés. Parce que l'Union soviétique étant destituée, il y avait énormément de gens qui étaient des boxeurs professionnels, des lutteurs professionnels, des tireurs professionnels sportifs, Ouais. qui se sont organisés pour faire du racket. Donc le régime, si j'ose dire, de force spéciale aujourd'hui en Russie, c'est ces sportifs-là. Ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec le code des bleus, comme on dit. Les bleus, c'est les barons noirs qui sont tatoués, donc on les appelle les bleus foncés, parce que les bleus clairs, c'est les homosexuels. Donc les bleus, ils avaient un autre code, et leur règle était de ne pas aller dans le pouvoir. Tandis que les sportifs, eux, ils peuvent aller dans le pouvoir, parce que aujourd'hui à la Douma, il y a 19 sportifs professionnels qui sont une espèce de go-between entre le pouvoir et le sport. L'exemple qui est très flagrant, c'est cette dame qui gère la gymnastique artistique et qui par ailleurs est femme et plutôt la facette de blanchissement d'argent de son mari qui est un déteneur de beaucoup de... Pour comprendre, Magali, on voit, c'est une milice néo-nazie. On sait que Wagner, la motivation des combattants de Wagner est plus financière. Non, mais bien sûr. Là, il y a une vraie idéologie alors derrière. Non, c'est pas. Enfin, moi, je suis persuadée que la seule idéologie aujourd'hui du régime de Poutine, c'est la monnaie, c'est s'enrichir. Il n'y a aucune idéologie autre que de s'enrichir. Donc il y a Wagner. Après, il y a l'armée de Girkin-Strelkov, le fameux Girkin-Strelkov qui a abattu le MH17 au-dessus de Donbass, qui est aujourd'hui condamné par la Haye à la perpétuité. Sa tête est mise à 150 000 euros par les Ukrainiens. Les Ukrainiens comptent le capturer
et avoir des informations, parce qu'il sait énormément de choses. Il sait les vrais commanditaires de cet attentat. Donc on va le capturer, après on va directement le donner à La Haye. Et les Russes vont faire tout pour qu'il ne va pas jusqu'à La Haye et jusqu'à les Ukrainiens. Donc il y a l'armée privée de Strelkov qui s'appelle Nevsky, du nom de Vladimir, de grand Vladimir. Voilà. Après, il y a les Russitch. Les Russitch, c'est effectivement une espèce de département de néo-nazis. Ils ont une espèce de filiale qui s'appelle Synergle. Synergle, c'est le dieu païen du panthéon de Vladimir qui protège le blé. Hein, ça vous dit quelque chose. Donc ça, c'est des gens typiquement nazis, ils se cachent même pas et tout. Après, il y a la Légion impériale. La Légion impériale, ce qui est drôle, c'est que eux, ils ont des grades qui leur sont donnés par les militaires russes, mais ils sont profondément anti-Poutine parce que eux, ils sont pour la Russie impériale tsariste. Donc ils revendiquent la vieille Russie, patati patata. Après, il y a notre ami Bout qui vient d'arriver, qui lui probablement va être le chef opérateur des généraux. Il vient de rentrer à la Douma. Ouais. Voilà, donc lui aussi. Donc tout ça, c'est des groupes qui sont... La seule chose qui les réunit, c'est que leur arme provient de état-major. C'est pas, enfin, ils ne le fabriquent pas eux-mêmes. Ils sont armés par ils sont armés par l'état-major. Mais attention, la Constitution et la loi russe, je pense que c'est l'article 319 qui interdit toute forme privée armée. Donc normalement, ils sont hors la loi. Ce qui veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Comme ils sont hors la loi, du coup, Poutine dit bah, c'est pas mon affaire. C'est pas moi. Voilà. Et donc, il leur autorise de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, ils sont quand même, Olivier Védrine, ils sont quand même un peu sous la coupe de Poutine, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, parce que manifestement, on se pose la question dans le Guardian, ce que nous disait Magali, qu'est-ce qui se passe si Poutine ne gère plus ? C'est-à-dire si ça déborde. On a bien vu que Prigojine, avec Wagner, avait des ambitions politiques. Enfin, voilà, on peut les retrouver aussi les uns... J'allais dire face à face, oui, face à face. Il contrôle ses clans pour l'instant, il les contrôle, il divise pour régner, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Maintenant, je mets en garde sur ces troupes-là. Dans la société russe, le néopaganisme est très répandu. Il y a un oligarque qui est mort en allant voir un chaman pour se faire injecter du sang de crapaud. Donc les dieux païens, là je vois le symbole le soleil noir, je vois le symbole du marteau de Thor, etc. Donc c'est des symboles qui ressortent. Le soleil noir, c'était utilisé par les nazis aussi. Donc oui, bon, donc ça il faut pas le sous-estimer. Et ça n'a plus rien du tout à voir avec la Russie chrétienne ou orthodoxe. C'est une autre Russie. C'est une autre Russie qui est dans le paganisme, dans le racialisme, etc. Et c'est le monde russe. C'est le russe qui est le nouveau arien, en fin de compte, et qui doit gérer le monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, les uns ou les autres, comment une milice néo-nazie peut aller faire la guerre en Ukraine contre les nazis ? Mais attendez, mais ça, c'est votre rationalité. Mais oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est Poutine qui a dit on va combattre les nazis. Et ben pour Poutine, il y a les nazis russes, les gentils nazis russes contre les méchants nazis ukrainiens. Pardon, vous comprenez, c'est quand même... Vous parlez de ce sont les nouveaux Ariens, etc. Et c'est une milice ouvertement néo-nazie qui va donc en Ukraine faire la guerre contre des nazis. Mais ça, on peut aussi parler de Yannus, parce que normalement on dit il faut apprendre la langue de l'ennemi pour mieux le combattre. Donc c'est ça, c'est qu'ils sont tantôt pro-russes, tantôt néo-nazis parce que c'est opportuniste en fait. C'est opportuniste et on prend. Ça veut rien dire. C'est le peuple des héros. Le peuple élu, c'est le peuple des héros et c'est intéressant justement ce lien avec le sport, puisque chez les nazis il y avait ce culte du corps de l'essentialisme et que ce sont véritablement des héros racialistes, etc. Après, c'est pas pour rien que le Parlement européen avait reconnu le fait qu'on avait parlé ici, le fait que la Russie soutenait les organisations terroristes. C'est pas pour rien que c'est en discussion aujourd'hui aux États-Unis. De mettre notamment Wagner sur la liste. Sur la liste. Et puis après, juste un petit mot pour parler de ce qui se passe en Afrique, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces troupes armées, comment elles pouvaient aussi être regonflées. On sait
très précisément au Mozambique, dans les deux Congos, au Mali, au Burkina Faso, Centrafrique et j'en passe, à quel point Wagner fait du mal, notamment parce qu'il recrute des tirailleurs, donc c'est les nouveaux tirailleurs sénégalais finalement de la Russie, et ensuite il y a des exactions qui sont faites, des viols, et j'en passe. Et là, sur la liste des crimes de guerre et autres, je pense qu'il y a des choses encore à fournir par rapport à ces exactions. Pour tout vous dire, quand Magali préparait sa chronique, elle m'a dit les images, je ne vais pas les montrer, c'est abominable, mais abominable. C'est pas possible. Est-ce que militairement parlant, ça présente un risque pour les fameux pays dont parlait Magali tout à l'heure, de l'OTAN, un risque peut-être même de débordement J'ai pas entendu parler des effectifs que ces mouvements regroupent. Wagner, c'est 40 000 hommes. Ouais. Mais Non, pas de Wagner. les Rouzic, c'est beaucoup moins. Par contre, on ne sait pas. On n'arrive pas à le quantifier. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un outil de propagande pour faire peur, comme toujours. D'ailleurs, on a bien parlé des États baltes. Oui. Alors, les États baltes ont une peur profonde de l'ex-Union soviétique devenue Russie. C'est pas pour rien qu'on a déployé un certain nombre de soldats, notamment français, mais pas uniquement, pour les protéger. Ce n'est pas pour rien que ces États baltes ont rétabli le service militaire qu'ils avaient abandonné. Et c'est pas pour rien que, notamment, l'armée de l'air française assure la protection de l'espace aérien des 3 États baltes. Oui. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a des minorités russes importantes dans ces 3 États, qui sont peut-être justement un terreau peut-être favorable, bien que tout ce qu'on lit sur la population, je dirais, de ces 3 États montre que les russophones dans ces États-là sont à peu près, je dirais, intégrés dans la vie politique et sociale. Donc voilà, donc je pense que là, on est sur des mouvements potentiellement terroristes, susceptibles de mettre le chaos et qui ne sont qu'une arme de plus dans la stratégie de Poutine pour déséquilibrer les relations internationales. Mais potentiellement terroristes, c'est-à-dire oui, là, c'est clair. Il y a un danger sans doute réel Ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Les nationalistes russes sont des fanatiques dans le néopaganisme et qui peuvent être tout à fait utilisés comme des îles utiles dans le cadre d'actes terroristes. Point barre. Avec une responsabilité de Poutine écartée, puisque comme parce qu'il n'existe pas. Légalement, il n'existe pas. D'accord. En tout cas, ça nourrit cette ambiance contre l'Occident, mais au niveau international. Mais contre l'Occident et contre... Après, le fait qu'ils appellent à leur fournir des informations sur les frontières baltiques, le problème des pays baltes, surtout en Lettonie, il y avait peut-être, vous avez entendu parler de l'histoire de cette télévision qui vient d'être interdite russe. Le problème, c'est que les russophones qui sont en Lettonie sont des gens qui ne sont même pas pro-poutiniens. C'est des gens de l'Union soviétique. Le temps est arrêté pour eux. Oui, c'est ça. Donc, c'est potentiellement une bombe à retardement parce qu'ils ne sont pas du tout socialisés, ils ne sont pas du tout rentrés dans la vie européenne, ils ne parlent pas le lettonien, ils continuent d'être russes, ils sont des pro-Poutine passifs. Donc, ils peuvent très très bien faire ce rôle des collabos. C'est pour ça que les pays baltes sont tellement aux aguets et ils ne laissent pas passer le moindre truc. Donc, parce que, pareil, l'opposition russe, son problème, c'est que dès qu'on l'attaque, ils disent tout de suite, si vous nous attaquez, vous mettez l'eau sur Poutine. Ce qui est complètement... c'est pas positif du tout. Oui, bien sûr. Donc, la position des pays baltes est très... très compliqué parce qu'ils ont énormément d'agents dormants chez eux qui peuvent retourner contre eux. Ça, Moi, je me suis promené dans les États baltes, notamment à Riga. Et à Riga, on parle russe. Dans les restaurants, moi, j'ai entendu une grande partie parler russe. Ouais. Et Riga, bon, après, l'Estonie, c'est encore différent. Mais effectivement, Riga, par exemple, c'est véritablement une grande partie russe. Ouais, je veux bien entendre. Non, et par contre, Madame a raison, ils ne sont pas intégrés. Ils sont quand même assez marginalisés, justement parce qu'on s'en méfie. Attention. Voilà. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe qui se rebellerait, entre guillemets, contre l'État légitime de chacun des États. Le problème, c'est que vous connaissez très bien ce que c'est la garnison. Oui. La Lettonie russe, c'est le garnison russe. Donc, c'est les gens qui sont les ex de garnison. Ça veut dire que quelque part, ils ont gardé cet esprit militaire où on leur donne un signe, ils vont redevenir soviétiques à la seconde. C'est ça. À la seconde. Ouais, donc à surveiller. Et ils sont regroupés dans des quartiers. Ils sont regroupés dans des quartiers. Et moi, les Lettons, les Estoniens, etc., le problème, c'est qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a du FSB. Voilà, évidemment. Oui, c'est ça. Et vous parliez d'agents dormants, d'ailleurs, qui sont celui qui était arrêté, qui était un blogueur, et il avait un blog, l'histoire de l'arme, personne ne pensait que c'était un agent. Que les Russes fassent du renseignement sur ces 3 États, c'est n'importe quoi. Le FSB a déjà les renseignements. Oui. Simplement, c'est un message pour les agents dormants à l'intérieur en disant, allez, on se rapproche. Tenez-vous prêts. Voilà, soyez prêts. Oui. C'est pas le Kremlin. Les Kremlin, il a toutes les informations dont ils ont déjà les trucs sur ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je disais. La source disait au Guardian, il n'est pas impossible
dans cette guerre de communication aussi, ne l'oublions pas, Eh c'est oui. juste faire croire que, Eh oui, c'est pour ça. essayer d'agiter quelques velléités de l'autre côté de la frontière et que ça puisse créer aussi Et on quelques voit bien incidents. que Sans doute, faut le tester, quoi. conflit Voilà. peut déborder. C'est Je un reste ballon toujours- d'essai, finalement. Voilà. C'est un peu ça.